Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Fou à lire. Je m'appelle Frédéric Tupinier-Martin. Épisode sur Rue du Plessis de Jean-Philippe Plot. Un autre épisode de notre le duo d'enfer, Suzanne et moi, euh, autoproclamé. Euh, Une œuvre intéressante sur beaucoup d'œuvres sur l'identité. Hein. Je pense que beaucoup d'œuvres ont été écrites. Peut-être aussi, il y a un peu de projection là-dedans, de ma propre quête identitaire, mais une œuvre sur notre relation au passé, notamment lorsqu'on a, disons, lorsqu'on évolue et lorsqu'on se distance de ce passé-là, comment réconcilier nos origines avec ce qu'on devient plus tard dans la vie, euh, comment on jette parfois aussi un regard différent sur des moments vécus, sur des souvenirs, sur des personnes qui ont fréquenté notre vie. Dans le cas de l'œuvre de Jean-Philippe Plot, c'est des personnes très proches de lui, hein, sa famille, ses amis d'enfance. Et comment aussi, on traîne, comment peut-être on s'éloigne, si possible, pas comment on s'éloigne, mais comment les cicatrices de notre passé nous suivent et comment peut-être on peut guérir. Je ne sais pas si l'œuvre nous donne nécessairement les réponses, mais du moins pose les questions. Il y a quelque chose vraiment d'universel dans ça, dans une province, le Québec, où il y a eu euh, une transition de classe qui a eu lieu dans les années 70 avec la Révolution tranquille. C'est ça, je cherchais le mot, mais oui, beaucoup de transfuges, comme c'est bien décrit dans le livre. Beaucoup de transfuges de classe au Québec lors de la Révolution tranquille et, disons, de l'accroissement économique et intellectuel dans la province. Et je sais que l'œuvre aussi est très intime pour Suzanne. C'est un épisode qui était très important pour elle. Et c'est vraiment des témoignages très touchants qu'elle nous livre. Et donc, voilà. Je vous encourage à le lire si vous ne l'avez pas déjà fait. Et sans plus tarder, bon épisode. Ah! Suzanne! Salut! Hey, attends, OK. Faut commencer avec les nouvelles de Saint-Lawrence. Ah oui, comment ça? Qui prend sa retraite? Suzanne. Joanne McKellar est partie. Ah, ça fait longtemps. Sylvie Gosselin est encore là. Et elle va prendre sa retraite bientôt. Oui. Parce que là, mon Dieu, écoute, quand j'étais là, elle devait avoir mon Dieu, au moins 45 ans, là, puis probablement plus. Oui, mais c'est ça, elle arrive à sa retraite bientôt. Puis Steve Hardy aussi, une session ou deux, prof de maths, prend sa retraite bientôt. Il marchait en corrigeant dans les Il marche toujours en corrigeant. Des bons professeurs, des bons professeurs de sciences. Sohail Manoli qui est décédé. Il reste plus grand monde quand j'étais... je sais pas, là. Lee Bateman. Il a pris sa retraite. Mais puis, oui. Il y avait des enfants à la garderie quand j'étais... Oui, j'ai enseigné à un de ses fils. On est rendu là. Et j'ai demandé à un de ses fils qu'est-ce que fait Lee pendant sa retraite. Puis il m'a dit, il va regarder les oiseaux. C'est un ornithologue. Oui, j'ai trouvé ça poétique. Ça m'a donné le goût de la retraite. T'en restes combien, toi? 51 ans? 9. 9. 9 à vivre avec ChatGPT. Comment ça a été, cette session-ci avec ChatGPT? J'ai fait faire des corrections de travaux avec ChatGPT. Il devait prendre le travail, le mettre dans le logiciel intégralement et lui poser des questions clairement, de corriger les erreurs, de les identifier en premier, les corriger et donner la règle par la suite. Mais pour se trouver intéressant, le logiciel inventait des fautes qu'il n'y avait pas ou mettait des fautes inexistantes en inventant des règles. C'est fascinant. C'est-tu la version gratuite? Oui.
Ouais, ça, il est moins performant que Ouais, fascinant. version payante. Avez-vous, genre, c'est parce que j'imagine qu'ils doivent offrir des abonnements institutionnels, là, genre, On n'a pas encore de ça. comme une université qui s'abonne à la tricherie Ouais, c'est ça. elle-même, ou un cégep dans ce cas-ci. Mais, Non, pas encore de ça. euh, Mais tu sais, je lui ai demandé cette semaine de me comparer des œuvres québécoises. Quelles œuvres québécoises se comparent bien entre elles? Je réfléchissais à ma prochaine session, puis il inventait n'importe quoi. La Vallée des Avalées est écrit par Gabriel Leroy. En culture québécoise, là, c'est vraiment c'est mauvais. très Là. niché, là. Niché. Non, mais je veux dire, c'est pas... La littérature québécoise est c'est pas enseignée dans Hemingway, toutes les là. grandes universités du monde, Frédéric. Oui. Oui. À Séoul... Ah oui, en Inde, partout, excusez. Partout sur la planète. Non, t'es-tu sérieuse? Absolument, 100%. La littérature québécoise est enseignée dans toutes les grandes universités du monde. Qui, mettons, là? Mais, je comprends, mais je veux dire, OK, mettons... Non? Émile Nelligan, puis Gaston Miron, puis... Il y en a plein, Gabriel Leroy, Anne Hébert, il y a tellement d'auteurs que tu peux étudier, là, c'est fou, là. Mais je trouverais ça drôle quand même je sais pas, à Tokyo, que les gens fassent un doctorat en... Ben, c'est ça qui se passe. Je vais t'envoyer un documentaire que je présente à mes élèves. C'est une université à Delhi qui font des maîtrises, des bacs, des doctorats sur des auteurs québécois. Mais pourquoi ils... Non, mais je veux dire, pourquoi ils le font pas sur des auteurs indiens? C'est plus ça que... Non, mais je veux dire, tu peux décider... Parce qu'ils sont pas en concentration française, genre? Oui. OK. Puis quand je suis débarquée en Inde, la première chose qu'on m'a offert, c'est une job. T'as-tu dit oui? Non. Oh. Non, mais c'est parce que le français, et le Québec en particulier, ça fascine le monde entier. Beaucoup plus que tu peux l'imaginer. Non, mais je veux pas embarquer dans... On est né pour un petit pain, là. Je veux bien reconnaître qu'on on va faire un bon lien avec notre livre, je trouve. Bien sûr. Non, je veux bien... je veux pas dévaloriser la qualité de nos artistes, au contraire, là. Puis c'est un peu le but du podcast, c'est de leur donner la valeur. C'est pas seulement des auteurs québécois qu'on lit, mais là, plusieurs, mais Ah, tu sais pas quoi dire devant cette révélation? Qu'il y ait un auteur, tu sais, qu'il y ait un étudiant un peu obscur, encore une fois, mettons en Asie ou en plein cœur de l'Afrique, qui s'intéresse au Canada, puis prenne un auteur, mais qui soit genre 50 étudiants à la maîtrise. En Afrique, justement, là où on parle énormément français, c'est pas le Canada qui est intéressant, c'est le Québec. On reçoit, par contre, je dois dire que dans nos programmes à maîtrise en santé publique, on a une très forte cohorte d'étudiants africains, mais dans plusieurs universités, je pense que c'est des... en fait, bref, on reçoit quand même un bon contingent de gens d'Afrique, mais... Tu serais surpris mais je partout. sais pas si c'est ça. Est-ce que c'est pareil aux États-Unis ou c'est vraiment au Québec, de par notre fait français, qu'on reçoit davantage de gens d'Afrique francophones? Savais-tu qu'en Costa Rica, c'est 400 000 jeunes qui apprennent le français de manière obligatoire? 400 000. C'est comme en Ontario, ils doivent pas le parler vraiment. Là, mais... Il y a des académies françaises partout, des instituts. C'est fascinant. Fascinant. J'ai oublié le lien que je voulais te dire par rapport à le Costa Rica, oui. J'ai oublié, ça va me revenir. Qu'il y a de 400 000... 400 000 étudiants de français, oui, en langue seconde étrangère, en langue seconde ou en langue étrangère, mais partout, on s'intéresse à notre langue. Ça nous amène segway un peu boboche. Notre livre, aujourd'hui, Rue du Plessis. Est-ce qu'il faut dire Ma Petite Noirceur? On dit juste Rue du Plessis. Moi, j'ajouterais Ma Petite Noirceur. Rue je trouve du Plessis, le référent super intéressant. 2 points. Ma petite il n'y a pas 2 points. Rue du Plessis, Ma Petite Noirceur de Jean-Philippe Plot, animateur à Radio-Canada, sociologue en premier lieu, puis animateur à Radio-Canada. Un livre publié chez Luxe en 2024. C'est rare qu'on... en fait, je pense que c'est le premier livre, si je regarde ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, qui est vraiment dans le... Récent. Ouais, on s'inscrit vraiment là, dans l'actualité, là, ouais, c'est ça, dans le zeitgeist. Mais où
Ouais, c'est ça. Ou tu sais, on s'inscrit peut-être plus dans le discours actuel littéraire, dans le sens où, là, tu sais, vraiment, il y a plusieurs personnes qui en parlent, puis c'est ça. Donc, mais, en fait, à ta recommandation, après qu'on ait échangé sur les réseaux sociaux, euh, donc, livre qui décrit un récit de voyage intérieur, comme il décrirait lui-même, une immigration intérieure, comme dirait Jean-Philippe Plault, qui est finalement un récit sur sa transition de classe. Lui qui est né donc dans un Drummondville, comment dire, assez défavorisé, d'une famille là, donc de parents qui n'étaient pas allés, qui avaient c'est ça, pas beaucoup de moyens, puis qui n'étaient pas allés à l'école, qui n'avaient pas eu la chance de poursuivre une éducation très loin, finalement. Là. Puis lui, qui, un peu en contraste à ça, raconte son parcours de jeune ayant grandi dans cette famille-là, puis qui finalement a poursuivi des études puis on pourra s'obstiner un peu sur le terme, mais des études supérieures. Là, c'est lui-même qui revient sur cette notion-là dans le livre de qu'est-ce qu'il y a de supérieur dans ces études-là. Mais bref, ou qui raconte cette transition-là. C'est pas un livre avec vraiment une histoire à raconter où je vais m'épandre pendant 30 minutes, comme ça m'arrive parfois pour raconter un récit. Là, vraiment, c'est plus je dirais une collection de réflexions, de pensées, puis d'anecdotes où il tente de raconter un peu ce passé-là, où il parle aussi disons, ses différents affects par rapport à ce passé-là, comment il se place par rapport aux gens aussi qu'il a fréquentés, par rapport aux souvenirs qu'il a, par rapport aux proches qu'il a rencontrés. Quelque chose de très intime aussi, où finalement, il utilise les vrais noms de toutes les personnes qu'il a côtoyées dans son enfance. Et puis, finalement, c'est ça. Donc, ce livre, à travers son roman, puis son roman Mettons, qui est ce qu'il lui-même utilise pendant tout le livre, où il questionne même la valeur du propre livre qu'il écrit, puis où finalement, dans ce voyage-là intérieur, parle un peu de ses propres fragilités qu'il traîne là, depuis son passé à Drummondville. Ça a-tu du sens? Oui, je t'écoute. Ma très longue tirade. Mais il va poser plus de questions qu'il va donner de réponses. Ouais. Donc, il pose des questions et c'est vraiment un livre qui va nous amener à réfléchir à la notion de transfuge de classe. D'ailleurs, présentement, à France Culture sont en train de critiquer cette notion même-là de transfuge de classe, mais ça, c'est un autre sujet. Parce que dans l'œuvre, il cite de très nombreux auteurs, principalement des sociologues aussi, des auteurs français qui ont été aussi de co-transfuges de classe, je ne sais pas comment les appeler. Puis des fois, il y avait un terme qui est utilisé, plus parce que tu parlais de ce qui était abordé à France Culture, puis il parle des fois du racisme de classe. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, drôle de terme. C'est comme... Bon Dieu. Complètement. Ça, c'est le kombucha. Racisme de classe, qui est comme finalement... Oh là là, on mélange le statut socio-économique, le niveau d'éducation, puis l'origine ethnique, qui sont quand même des choses, parfois malheureusement interreliées, mais qui demeurent quand même deux concepts assez différents. Ah, c'est super intéressant parce que on parle beaucoup d'intersectionnalité, etc. Mais moi, j'ai envie qu'on pense la société en tant que classe sociale et non pas en tant que race, en tant que différence raciale, diversité. Puis des petites cases, ça, tu veux dire? Ouais, tout ça, moi, je trouve ça très lourd. Et je pense qu'on devrait pas on devrait s'évaluer, se remettre en question par rapport aux classes sociales. Parce que plus ça va aller, que les différences sociales vont se creuser entre nous avec le contexte socio-économique actuel, plus ce sont souvent les gens qui viennent d'ailleurs qui vont en souffrir. Mais je pense qu'il ne faut pas les marginaliser. Il faut qu'on voit la société comme un tout et non pas de manière raciale. Ça, moi, puis c'est ce qu'on est en train de faire. On s'inscrit dans l'individualisme occidental puis en fait, ce que tu décris, c'est un mouvement contraire à cette tendance-là qu'on a. Puis moi, je ne fais pas partie de la diversité. Je suis juste une femme.
Donc, Moi, je ne suis qu'un gay. ben, t'as déjà quelque chose de plus que moi, là. Mon Dieu. En tout cas, c'est débattable. Là. En 2025. En 2024, en 2024, je sais pas. C'est pas de toute façon, c'est pas une compétition Ben, on a l'impression que des fois, en tout cas, comme tu dis, on va avoir plusieurs pentes glissantes pendant le... Oui. Donc, ça, c'en est une. Ben non, mais c'est ça. Difficile de parler de ce sujet-là bien sans sûr. avoir l'air raciste ou quand tu veux juste créer un tout commun, mais quand les gens se voient comme des individus avant toute chose. Mais c'est pas ultimement, c'est pas un livre sur... oui, le racisme est abordé plus comme étant un... en fait, il parle donc de xénophobie, d'homophobie, de misogynie aussi, qui sont... L'hypocondrie. Oui, mais oui. Mais bref, peut-être des... pas des constantes, c'est pas le bon mot, des faits ou des choses qu'il observait dans le Drummondville où il a grandi, qui marquaient finalement les gens qui l'ont côtoyé. Je sais même pas comment décrire finalement on avait une discussion hors micro, donc je disais ces gens-là, c'est un terme qui est éminemment péjoratif, là, mais de parler d'eux comme étant ne faisant pas partie du tout, mais puis en tout cas, c'est ça. Ben, on va mettre carte sur table tout de suite. J'ai la même âge que lui ou presque. J'ai le même niveau social que lui. Mon père est analphabète. Ma mère était à l'école jusqu'en 8e année seulement. Chez nous, c'était le chômage. T'as grandi où? D'abord au Lac-Saint-Jean. Mon père a fait une faillite, alcoolisme, etc. Donc, après ça, ma mère nous a amenés à Québec en laissant l'homme là-bas. Se gérer. Il est revenu nous trouver. Bref, un milieu... Et on habitait une rue. Nous, c'est la place Vaudreuil. La rue était séparée en deux. Il y avait les... Régis Labaume parle, lui, dans ses poulaillers. Mais nous, c'était comme un genre de mini-poulailler. C'était des maisons arrangées, louées. Et en face de notre rue, les gens possédaient leurs maisons. C'était des belles maisons. Mais de l'autre côté de la rue, nous, on face était à face? Face à face. Parce que d'habitude, on exclut quartier. encore plus. Oui, mais là, c'était pas ça. Là, c'était tous des locataires dans des maisons décrépites. Ouais. C'est quel quartier de Québec? C'est dans le bas de Charlebourg. OK. Le bas de Charlebourg, proche de Beauport. Pour faire plus de quartiers. Ouais. Bref, tout ce qu'il dit, moi... Et c'est très difficile pour moi de me détacher de ce personnage-là parce que je me suis trop vue. Mais en même temps, il veut décrire beaucoup le Québec de cette époque-là. Les Québécois, les Canadiens français sont en général des transfuges de classe. Ben, moi, c'est ça qui est exactement... Je veux juste finir, regarde ton idée. Vas-y. Donc, moi, je suis cette femme-là qui parle à un jeune homme plus privilégié, et je trouve ça super intéressant de voir comment tu as vécu cette lecture-là en tant que jeune homme. Au moins, t'es gay, privilégié. Au moins! Ben non, mais tu diras pas. Non, mais c'est une blague. Mais tu sais, comment tu as vécu cette parole-là? Comment tu as reçu cette parole-là? Est-ce que tu as été capable de te retrouver comme Québécois, comme Canadien français, malgré tout, dans son discours, dans son expérience de vie? Ouais. Ben, en fait, c'est ça. Donc, en fait, c'est ça. C'est là où je m'en allais pendant que tu parlais, puis je viendrai après ce que tu mentionnais, mais le Québec, c'est ça, est un pays de un pays. Ah, j'adore ton lapsus. Oh, le lapsus! Je vais te faire plaisir, je te lance des fleurs. Donc, est une nation de transfuges de classe. Je veux dire, on retourne il y a 70 ans maintenant, à peu près, tu sais, puis la majorité des gens n'avaient pas d'études supérieures, ou même pas d'études point, mais limite, là. Et effectivement, mais bon, c'est ça, moi, je grandis dans le comté de Portneuf, on s'entend, c'était pas rien de très majestueux, mais 2 parents de la classe moyenne qui ont fait un bac, tu sais, donc quand même, là, j'avais 2 parents qui étaient allés à l'université. Mais bon, j'étais allé à l'école publique, puis bon, encore une fois, les gens du comté de Portneuf, c'est quand même très défavorisé, tu sais, puis... Mais en même temps, j'étais protégé mais dans le sens jeune gay qui était quand même assez... j'allais dire, tu sais, qui aurait pu manger une coupe de coups de poing dans la face aussi, comme Jean-Philippe Plot nous le décrit.
j'étais dans une classe, là, pas PEI, pas Programme d'études internationales, Ça mais existait à un l'époque? équivalent Ouais. qui s'appelait Langue, Culture, Média, tu sais, qui était la même chose, où finalement on rassemblait les enfants plus favorisés, puis qu'on écrémait finalement, là, puis que c'est là où la violence de classe commençait, tu sais. Puis à l'époque, je m'en rendais pas compte parce que quand on a un enfant, puis on grandit là-dedans, Mais, euh, mais oui, tu sais, fait que. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai lu le livre, puis en fait, c'est ce que je trouve intéressant. euh, je veux dire, j'ai pas. Tu sais, c'est ça. Tu sais, j'ai pas vécu ce qu'il décrit, tu sais, puis quoique, bon, malgré tout, je l'ai vu, je l'ai pas vécu parce que très tôt, j'étais identifié comme la petite bolle de service, tu sais, puis j'étais l'intello dans l'école, tu sais, fait que j'ai eu des. Tu sais, j'étais allé chercher la stimulation, pas nécessairement auprès de mes parents, parce que mes parents, c'était pas vraiment des gens qui étaient cultivés puis qui s'intéressaient. Mon père, peut-être un peu plus, mais après ça. Mais malgré tout ça, en fait, là où je veux en venir, c'est que dans les fragilités qu'il décrit, Jean-Philippe Plot, ben, il n'y a pas seulement les gens qui ont grandi dans ces milieux-là trans, qui gardent le syndrome de l'imposteur toute leur vie, qui ont des inquiétudes qui vont parfois être fragiles. Ce que je peux comprendre, par contre, c'est que c'est peut-être ce que je peux vivre, c'est peut-être pire encore pour d'autres. Ou, tu sais, en tout cas, mais je peux pas me prononcer vraiment. Tu sais, je suis pas dans ces culottes, là, mais en lisant, je voyais quand même tous les combats qu'il a menés, tu sais. Puis ça, clairement, il y a eu des combats que j'ai pas eu à mener que lui a eu. Puis bon, inversement, bon, avec l'homosexualité en milieu rural, je suis peut-être allé ailleurs dans certains d'autres égards, là, mais ouais. Ça fait réfléchir à c'est quoi changer de classe sociale? Est-ce que c'est seulement économique? Ben, c'est ça. Pas du tout, tu sais. Parce qu'il y a des gens qui ont plein d'argent, mais que la seule chose qu'ils veulent, c'est un gros camion, une Les voiture New Rich, là? modifiée, Ben puis oui, aller ben oui, ben oui, voir des matchs ben de oui. football aux États-Unis, tu sais, puis qui sont millionnaires. Mais pour moi, ces gens-là sont pauvres. Mais pas dans leur tête à eux. Pour moi, ces gens-là, en tout cas, ces gens-là... Ben voilà, tu vois, fait que, tu sais, mais c'est parce que difficile de pas ultimement, juger. ben oui, puis là, tu sais, les deux, on est devenus des intellectuels dans nos vies, tu sais. En tout cas, oui, vas-y, finis ton idée, mais je pense que ça serait faux de moi, dire qu'on n'est pas devenus des intellectuels. peut-être toi, mais moi, j'ai l'impression que non. Mais non, mais ça, je veux dire, t'es super cultivé, Je suis cultivée, t'as tout vu le mais théâtre, tu lis des livres à répéter, t'as un sens de l'analyse, de la critique, t'as poussé des études jusqu'à la ouais, mais maîtrise. j'ai pas écrit. T'enseignes, oui. J'ai pas publié. Puis, J'ai pas publié Rue du Plessis. J'ai pas animé d'émission de radio avec Serge Bouchard. Ouais. Pour moi, je le regarde, là, puis je suis comme... Ah ouais, hein? En T'es l'écoutant, en intimidée, lisant, genre? je suis comme coincée dans ma classe sociale, comme si je pouvais pas m'en sortir. Que j'avais pas d'outils pour aller plus loin que où je suis arrivée. Je suis coincée parce que j'ai pas eu assez de bagages pour monter davantage. Je comprends. Je me souviens, première session d'enseignement au cégep, on est évalué par des pairs. Et la professeure qui était venue m'évaluer avait ressorti 14 fautes de langage dans mon discours. Comme si je dois tout le temps me battre au quotidien pour pas laisser transparaître d'où je viens. C'est constant. Constant, constant. Et j'ai beaucoup pleuré en lisant ce livre-là en me disant « Merde! Est-ce qu'on peut vraiment, au final, changer de classe sociale? » Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je suis fatiguée ou que je suis plus émotive, tout ressort. Ballonner, les sacs... Manger ou juste dire ballonner? Les goûts, Ah, la ok. façon de m'exprimer, la façon de bouger. Tu sais, je veux maintenant essayer de mieux marcher, mieux m'habiller, mieux parler, mais tout ça demande un effort constant. Mais, Même rendu à 50 ans. mais je mentirais, tu sais, si c'est pas quelque chose, moi aussi, tu sais, que j'essaie de mieux parler, puis j'essaie de, tu sais, puis je
c'est là où je pense que le livre touche une certaine forme d'universalité sans peut-être en être conscient toujours, tu sais. Je pense que c'est humain. Puis que, tu sais, il parle des fois de la famille de sa blonde qui a l'air donc parfaite. Oui. Elle n'est pas parfaite, la famille de sa blonde. C'est impossible qu'elle soit parfaite, la famille de sa blonde. Puis je suis pas en train de dire que les pauvres riches, puis eux aussi sont très... Vraiment pas, là, vraiment pas. Puis je suis entièrement d'accord avec toute l'indignation, puis oui, c'est révoltant, cette violence de classe-là qu'on a, puis le mythe de l'égalité des chances, puis de la méritocratie, puis c'est de la foutaise, là. Je veux juste mettre ça au clair, mais je pense quand même que il y a quelque chose qui... Ben, en tout cas, moi, en fait, je dis ça, qui n'a jamais manqué sur le point économique. Ben, on peut manquer sur d'autres plans, le plan affectif, peut-être plus là, en ce qui me concerne. Ouais. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a un chapitre Lancer des objets. Hein. Il parle de... J'ai mis une page. Parce que chez nous, on s'exprimait par violence, par la violence, par les cris, par lancer des objets, par se partir en claquant la porte, en frappant. C'était ça. Alors, quand je suis sortie, quand j'ai découvert l'université, en fait, plus le cégep. Plus le cégep, où là, j'ai pu avoir accès à une bibliothèque et tout. Ben, c'est l'éveil pour beaucoup de gens. Hein? Oui, mais l'université encore plus. Quand j'ai commencé à être en couple pour la première fois, on tombe dans l'intime, là, je pourrais écrire aussi, je lançais des objets. Je veux pas te brûler ton roman que je vais écrire, qui est en essence. Je lançais des objets, puis mon conjoint, on le salue à la maison. Ton conjoint actuel encore? Oui, de toujours. Okay. Il dit... le seul et unique? Le seul et unique. Wow. Peux-tu ne pas lancer d'objets? Il n'a pas été éduqué dans une famille où on crie, où on lance des objets. Et il a fallu que je me rééduque à exprimer mes émotions, non pas par la violence et par lancer des objets, mais par parler. Quand même, ça ramène dans ça. Donc, quand tu es dans un milieu social où tu n'as pas de mots, en fait, si j'écris un jour un livre, mais il est déjà commencé, là, je t'en parlerai après, pour pas faire voler mon idée. Ça tourne beaucoup avec la conquête des mots. Conquête des mots que tu peux comprendre et utiliser. Ouais. Ça m'a fait pareil. Le mot sémantique, quand je suis arrivé à l'université, c'est drôle, le sens du mot sémantique. Ouais. Les étudiants en médecine l'utilisaient, puis j'étais comme, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire avec ce mot-là? Fait que, ouais. En études littéraires, c'est le mot sémiologie. Oui, en fait, c'est le sens des mots, ça? Aussi, oui. Ben, le sens du sens. Oui, merci, parce que là, j'allais te demander, là, comme tu vois, fait qu'on a tous nos limites. Oui. Quand je suis arrivée un autre exemple pour expliquer le manque dans ma famille, quand j'étais en 6e année, au secondaire 1, dans ces eaux-là, j'avais un coat de jeans et j'avais dessiné une croix gammée dessus. Je sais pas c'est quoi. J'ai vu le dessin quelque part. J'ai aucune idée c'est quoi. Je trouve ça beau. Et là, j'arrive à la maison avec mon coat de jeans avec mes crayons feutres. Là, ma mère a fait « Ah non! » Et elle jette mon coat de jeans. Mais elle n'était pas capable de m'expliquer pourquoi. J'ai jamais su pourquoi. Jusqu'à temps que j'arrive dans un cours au cégep et qu'on parle de l'Holocauste et que je ne sais pas ce que veut dire le mot. Puis là, j'ai l'air d'une... J'ai laissé les... De ça, là. C'est un choc. C'est un choc. L'ignorance. C'est un choc. Ouais. Vraiment. Un traumatisme, en fait. Ben, en tout cas, tu t'en rappelles jusqu'à ce jour. Hein? Oui. Puis au secondaire, les cours d'histoire, tout ça, Deuxième Guerre mondiale. Quoi qu'on parle à mon époque, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de ces cours-là. Il y avait d'économie familiale, de la couture... Voyons. On cuisinait encore à l'époque. Oui, ben ça, je pense qu'on devrait cuisiner aujourd'hui, là, mais... Les puddings. Mais la couture, là, on dirait que, mon Dieu, t'es né en 1903. Là, Il y avait de la géo, mais pas d'histoire. Pas, non. Pas des choses que j'ai apprises.
En tout cas, Ben, bref. tu sais, quand un des passages que je trouvais très touchant, c'est quand justement il parle euh, de ses études en sociologie et où finalement les étudiants qui performent le mieux puis qui ont tous les bons mots des professeurs, c'est tout le temps ceux qui ont des études payées par leurs parents parce que les autres, ben, c'est plate, mais ils doivent travailler pour payer leurs études. Puis il parle d'un prof en sociologie. Moi, je trouve ça quand même révoltant, en tout cas, très ironique, là, mais qui dit les notes à voix haute en commençant du plus fort au plus faible Oui, je me souviens. et qui reproduit cette violence-là alors qu'il est en sociologie, la science, tu sais, des classes sociales, puis qui se rend même pas compte de ce qu'il est en train de transmettre. En tout cas, c'est... Ben, le choc qu'il crée chez les jeunes, Ouais. c'est clair. Puis les étudiants qui abandonnent leur parcours. Ce livre-là, oui. Ce livre-là a touché vraiment beaucoup. J'ai sorti plein d'articles d'hommes. Mm. Je sais pas, j'amène Marc Cassivi, Est-ce que c'est parce que c'est un Patrick homme qui en parle? Lagacé, voyons, Régis Labaume, Christian Desmeules. J'ai juste trouvé des articles. On dirait que c'est un auteur, un collaborateur au Devoir. C'est comme si le livre, je sais pas, j'ai pas lu de critique de femmes encore. On va essayer de m'en trouver. Si vous en trouvez, chers auditeurs, Marie-Louise Arsenault qui écrivez. l'aurait lu ou... Ouais, il faudrait peut-être. regarder. Je vais regarder ça, mais vite comme ça c'est venu vraiment toucher beaucoup les messieurs. Mais c'est une génération, en fait. C'est pour ça la question que je te posais au début, comment les plus jeunes peuvent réagir à l'œuvre, parce que vu que je veux l'enseigner à des jeunes de 17, 18 ans, je vais en parler. En fait, je vais le mettre en comparaison avec Michel Tremblay. Michel Tremblay qui a écrit une pièce qui s'appelle « À toi pour toujours, ta Marie-Lou ». Et dans cette pièce-là, ça montre comment le milieu social, l'ignorance, la pauvreté sociale mène à pauvreté sexuelle, pauvreté culturelle. Et je veux voir l'évolution de Michel Tremblay, 1968, 69, 70, à aujourd'hui. Comment le Québec a évolué, puis je veux les mettre en comparaison. Puis je veux voir aussi la différence de la langue, comment la langue a changé entre l'époque de Tremblay, puis aujourd'hui. Puis la façon... Il dit que Jean-Philippe Plot, il dit qu'il a voulu écrire le livre pour que tout le monde puisse le comprendre. Dans le sens qu'il l'a écrit de manière simple et accessible. Est-ce que c'est si simple et accessible? Avec plein de références de Pierre Bourdieu. Puis Oui, mais la langue en tant que telle. Oui. Le texte lui-même, les notes de votre page, je vois, sont un peu plus rehaussées, mais je pense que j'ai beaucoup de jeunes dans mes cours qui viennent de la diversité. Je pense que Michel Tremblay va faire... comprendront, on va beaucoup discuter, il va falloir que je travaille plus fort à expliquer. Oui. En même temps, que ça. Pour moi, Québécois qui a grandi au Québec, je trouve que du Michel Tremblay, c'est super accessible. Mais pas pour quelqu'un qui a grandi au Zimbabwe. Non, ça, c'est sûr. Absolument pas. Non. J'en ai beaucoup, des Camerounais, j'ai plein de gens de partout, c'est super le fun. Mais puis je vais aussi mettre le livre Là où je me terre. Que je n'ai pas lu non plus, Caroline Dawson, qui vient de nous quitter. Je l'ai déjà enseigné, puis les étudiants avaient beaucoup aimé ça. Mais tu vois, ça, là, je vais t'amener à... Et ça m'amène directement à rue Duplessis. Moi, j'aime ça, beaucoup aimer. Et souvent, je me fais dire, mais pourquoi t'as aimé ça? C'est pas si bon que ça. C'est comme si... Ou des profs, je mettrais pas cette œuvre-là à l'étude, c'est trop facile, ou c'est mal écrit. Puis moi, j'aime ça pareil, tu sais. Puis là, je me dis, bon, mais je manque de culture si j'aime ça. Tu comprends? Ben, c'est comme quand tu parlais qu'ils mettent... Mon Dieu, je t'ai positionné dessus, mais je m'excuse. Comme quand tu parlais qu'ils mettaient des paroles des cowboys fringants dans ses... je pense que c'était son mémoire de maîtrise, qui avait mis un passage, c'est ça, d'une chanson, je ne sais plus trop, puis que son prof lui avait dit, tu sais que ça va baisser ta note, de mettre les cowboys fringants dans ton... Moi, ça m'est arrivé, premier travail universitaire. J'étais super fière. J'avais écrit le titre de mon travail, « L'enfer, c'est les autres ». Oui, tu m'avais déjà parlé. Ouais, je l'ai compté. L'ai-tu compté ici au micro? Non, c'était au cégep que je me rappelle que tu avais dit, j'étais super fière d'avoir... c'est parce que je me rappelle de Jean-Paul, de cette œuvre-là. En fait, c'est drôle, parce que mon éveil culturel, c'est vraiment fait avec toi, là, en fait. Mais c'est vrai. Non, mais je te le dis, c'est vraiment ça. Parce qu'au secondaire, on lisait des cochonneries, tu sais. J'en reviens pas qu'on lise pas des meilleures œuvres que ça au secondaire. J'avoue. Et voilà, puis au moment où on avait lu Huis clos de Jean-Paul Sartre,
que j'ai pas lu depuis tout ce temps-là, mais quand même, je me souviens de la phrase de la fin, là, puis que tu avais dit, donc... Ouais, j'avais perdu des points. Cliché, qu'on m'avait dit. Mais moi, j'étais très fière là, de mon début de culture. Ben, ouais. Et j'avais aussi des collègues avec qui j'étudiais qui étaient de meilleurs milieux sociaux, plus cultivés et tout. Puis je sentais toujours mon rattrapage. Ça paraissait dans les notes aussi. Là. Mais tu vois, c'est là où, tu sais, clairement, Jean-Philippe Plot, il est plus éduqué, c'est-à-dire il est plus cultivé qu'à peu près 99% probablement de la population québécoise, tu sais, et sinon plus. Mais oui, il continue à se croire, tu sais, un ignorant, tu sais. Mais c'est surtout là, je pense, qui est la fragilité fondamentale. C'est plutôt dans cette perception-là, d'une distorsion cognitive qu'on garde toute la vie, ou en tout cas, du moins, probablement qui se travaille en thérapie, mais où qui les suit. Parce que probablement que les personnes que tu compares sont pas du tout plus cultivées que toi, tu sais, mais où il y a cette chose-là qui qu'on traîne, peut-être cette blessure-là à l'ego qu'on traîne toute notre vie, tu sais, quand on a grandi dans ces environnements-là. Et qui fait que finalement, cette perception-là persiste, même si en réalité, les faits sont tout autres. Là, mais c'est comme s'il fallait... Mais même s'il a réussi à avoir cette émission de radio, même s'il a produit plein il parlait du pornographe qui côtoie les plus grands... La clique, là, du Jean-Philippe 1%, Gaultier, là, et puis, compagnie. Olivier Niquet, c'est comme pas assez. Alors imagine quand une personne comme moi lit ça, ben, elle se trouve encore moins. J'ai trouvé ça difficile en me disant si lui se pense encore comme ça, je suis foutu. Ben, on a tous des parcours différents. Puis... Mais tu vois, moi, là où j'ai trouvé intéressant, c'était beaucoup sa relation avec le passé. Puis avec ses parents, où il les décrit, puis où il nous répète à quel point il a réussi, ou en tout cas, il nous répète à plusieurs endroits qu'il a réussi à surmonter peut-être une haine qu'il a eu longtemps à travers envers ce passé-là qu'il a. Et c'est peut-être là où, personnellement, c'est ça, moi, que je retrouvais le plus d'identification dans cette relation-là avec un passé qui est parfois, qui a souvent été douloureux, là, dans mon cas, mais aussi comment on réconcilie finalement ces enjeux-là du passé. Puis, ben, je sais pas trop comment, parce qu'en fait, j'espérais un peu que le livre aborde peut-être des clés par rapport à ça, puis finalement, je suis sorti du livre en ayant pas nécessairement, puis où je me dis, tu sais, ce que tu mentionnes que pour toi aussi, tu sais, tu te dis comment je me sors de ça, mais le livre raconte un parcours, mais ultimement, est-ce qu'on a les... Est-ce qu'on s'en sort? Ben, puis est-ce qu'on a les façons de s'en sortir dans le livre? Tu sais, ultimement, j'allais dire, c'est un ramassis d'idées puis de réflexions qui sont vraiment intéressantes puis étoffées, mais c'est ça. A-t-on les clés pour pouvoir un peu espérer sortir de notre condition un jour, nous-mêmes, simples mortels? Là? On va revenir à Gaston Miron. Ouais. Gaston Miron dit qu'il vaut mieux être fier d'un passé qui est sombre, d'un passé qui est honteux, vaut mieux en être fier. Puis c'est un peu ce qu'il disait aussi Serge Bouchard. J'essaie de le retrouver. Là. Il dit plein de fois... tu te rappelles-tu, à un moment donné, j'arrive de retrouver le passage? Oui, mais il lui dit à Jean-Philippe... arrête d'avoir honte. Oui, là, oui, attends. Je l'ai peut-être dans mes extraits. Mais dans le sens que je veux dire... Ils sont à la cafétéria, puis en fait, Jean-Philippe peste contre son passé, puis puis Serge lui dit, là, il va falloir que tu arrêtes de chialer, ou je sais plus trop que tu... Ben, assume-le, là. C'est ça. Tu sais, assume-le, puis c'est un peu ce que Gaston Miron dit, c'est la même chose, donc les liens sont super intéressants. Mais c'est difficile. Puis, moi, une notion par rapport à ça, qu'il mentionnait, c'était le dolorisme dans le livre, comme de cette tendance-là à se victimiser par rapport à son passé, puis chercher tout le temps une explication à nos failles à travers le... Puis là, j'étais comme... En fait, c'est un des choses que je trouve vraiment qui m'a titillé dans le livre, c'est
il présente ça comme je me suis réconcilié avec mon passé, mais finalement, moi, tout ce que je perçois, c'est de l'ambiguïté du début jusqu'à la fin par rapport à ça, tu sais, dans le livre. Oui, c'est la magie des essais. Ouais. C'est des intuitions réfléchies, c'est un peu philosophique. Est-ce que je fais un bruit que t'aimes pas là, dans ton micro? Non. Ah non, je pense pas que en tout cas, je pense pas que c'est dérangeant à cette distance-là. C'est ça aussi la beauté de ce livre-là, c'est que on est devant le micro présentement à essayer de réfléchir. Ouais. Ça nous fait réfléchir à nos propres expériences de vie. C'est à ça que ça sert la littérature, de toute façon. Entre autres, nos propres expériences de vie, l'expérience de vie des autres. Mais je parlais avec des amis, tout le monde se voit un peu. Ben oui. Moi, mon père, moi, ma soeur, moi, mon frère, moi... Chaque chose ma qu'on mère, lit, ultimement. En tout cas, chaque chose que je lis, là, je finis tout le temps par en parler à d'autres puis de dire, ouais, finalement, je me sens un peu comme un personnage principal. Tu sais, ben, ou pas chaque chose, en tout cas. Peut-être pas les. Mon Dieu. Spoiler, peut-être pas les Chevaliers d'Émeraude. Prochain épisode. Prochain épisode. Je vous annonce que je ne serai pas là. Je cherche un passage. Il y a un de mes amis qui dit ma mère, elle avait tout le temps peur de tout. Oui. Oui. Peur de tout. Sa mère, donc, elle lui, hypochondriaque. la viande crue, le rhume si on sort dehors l'hiver. Puis elle n'ira même pas à son... Peur de la ville. Elle m'a pensé, tu sais, rappelles-tu les Pinots gagnons, les Pinots, je sais pas trop, là, ceux qui étaient allés dans une mosquée, là, puis que... Oh, mon Dieu! Là, il faut se mettre à genoux. Puis... Oui, au Maroc. Oui. On en avait beaucoup ri, mais en même temps, ça témoigne tellement de cette absence d'éducation et cette ignorance-là. Je cherche un passage, là, à un moment donné, il parle d'un moment où, dans un restaurant, là, il y a un de ses oncles là, qui arrive avec de la nourriture. Là. Parle, je vais le trouver. Mais au pire, on fait un long silence, puis... Tu le coupes? Hein? Ben oui, c'est ça, je l'enlève au montage. Mais tu peux parler aussi. Je l'ai. Ça dit à la page 69... C'était ton marqueur! Chercher pendant Au restaurant, je commande une soupe tonkinoise au bœuf saignant. Ma blonde commande la même chose. Ma mère choisit le numéro 4, soit une assiette de poulet, brochette de crevettes, riz, légumes avec soupe wonton et rouleau. Mon père s'adressant au serveur. « Merci, moi juste te prendre de l'eau. » Il a essuyé le rebord de son verre avec une napkin avant de boire son unique gorgée. Il a toujours pensé que les restaurants chinois, on était dans un restaurant vietnamien, étaient crissement pas propres. Puis qui mangeait du chat et du chien, c'est ça qu'il disait c'est aussi. Ça. Puis ça me fait faire un lien qui n'est pas... C'est juste... Pas nécessairement lié, mais au décès de ma mère, un an après... Tes deux parents sont... Oui, mes deux parents sont décédés. Au décès de ma mère, un an après, on a fêté... on a réuni tout le monde ensemble pour un an. On est allé enterrer et tout et tout. Et ma mère avait laissé des sous et j'avais payé le restaurant à tout le monde. Mais moi, je viens du Lac-Saint-Jean. Toute la famille vient du Lac-Saint-Jean et c'est du monde... Des mécaniciens, personne n'était à l'école. Ben, un de mes oncles avait apporté un restaurant, je payais, là. J'ai choisi le restaurant, un bon restaurant de la ville, là, à Roberval. Il avait apporté dans le restaurant, parce qu'il ne va jamais au restaurant, il avait apporté son cooler. Comment on dit ça en français? Une glacière. Sa glacière avec ses sandwichs au croton dedans. Pendant le souper. C'est comme... Wow. De quoi de touchant, à la limite. Là, moi, j'étais très offusquée. Là. Ah ouais? Je te paye le resto, dude. Ouais. Mais c'est... Ben voilà. Mais en même temps, il avait peur. Il ne voulait pas manger des choses qu'il ne connaît pas. Comment on se sent à l'égard de ces gens-là, de notre passé, d'un, puis aussi ceux qu'on ne connaît pas, peut-être, qui vivent cette réalité-là, puis... Ben c'est ça, c'est Et comment, en lisant le livre, est-ce que tu sentais vraiment qu'il... Moi, à plusieurs moments, je sentais que si la famille, il y en a qui ont menacé de le poursuivre. Là. Oui, ses oncles, ses tantes. Puis même en le lisant, justement, j'étais comme « Wow! Il va dur, là, il va fort. » Mais il essayait de rester bienveillant en disant qu'il aimait... Il y a un chapitre, c'est juste « J'aime mes parents. » Mais quand tu as besoin de l'écrire dans ton livre, qui est-ce que tu essaies de convaincre? C'est ça que je me suis demandé tout le long, moi. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est pas en écrivant « J'aime mes parents » que je vais être convaincu. De toute façon, ils ne viendront même pas à son lancement. Ils ne sont pas venus à son lancement. Ben, c'est éminemment triste, tu sais. Puis elle est là, tu sais, c'est là où moi-même, je me disais, moi qui n'ai pas la meilleure des relations avec mes propres parents, tu sais, je me disais,
c'est correct, tu sais, de dire aussi je suis en colère, tu sais, ou je suis triste, ou je suis. Puis là, tu sais, mais peut-être là vraiment que ça va, tu sais, puis là encore une fois, je m'excuse à Jean-Philippe parce que on parle de quelque chose d'éminemment intime qui est livré dans le texte, puis on te connaît pas, Jean-Philippe, puis vraiment, voilà. Mais tu nous parles. Ben, en tout cas, ton œuvre nous a touchés manifestement, tu sais, mais tu sais, c'est ça. Je tiens à dire que, ben, voilà, on n'a pas à parler de ton milieu intrapsychique sans te connaître, mais bon, malgré tout. Ben, c'est ça la différence c'est entre une œuvre avec un écrivain qui est décédé d'une autre c'est époque. plus facile dans ce temps-là. C'est ça. Tu sais, Flaubert, on ne sait pas trop, là. Non, c'est ça, exactement. Mais pourquoi tu voulais t'excuser, Jean-Philippe? Ben, non, parce qu'on parle. Parce que là, je présume si oui ou non il aime ses parents, alors qu'il, tu sais, j'ai pas. Je le sais pas, puis je suis pas dans ses culottes, puis je le sais pas. Tu sais. Fait que vraiment, en toute humilité, je dis je le sais pas. Mais moi, ce que je dis, c'est en lisant le livre. Ben, c'est ça. J'avais un propre questionnement parce que. Parce que je cherche la réponse moi aussi, d'une certaine manière, puis que si j'avais publié un livre que mes parents n'étaient pas venus, même si mes parents ne savent pas lire, je me dis, est-ce que mes parents peuvent faire l'effort de se poser la question, est-ce que pour mon fils c'est important? Parce que lui, je comprends qu'il s'est posé la question, je comprends que pour mes parents, si je m'étais acheté un char, là, il serait venu à Montréal. La culture du char, wow. Mes parents seraient venus voir ma nouvelle voiture, même s'ils ont peur du trafic, même s'ils ont peur de Montréal, même s'ils ont peur des personnes d'origine ethnique différente qui habitent à Montréal. Non. Ils seraient venus. Alors que là, parce que c'est un lancement de livre et que c'est pas dans la hiérarchie de ce qu'ils considèrent comme important, ils sont pas venus à son lancement de livre. Mais puis, tu sais, bon, il mentionne qu'il trouvait ça triste, mais que, tu sais, il comprend, puis en tout cas, une certaine forme peut-être de pardon, ou en tout cas, je sais pas comment le décrire, là, ou en tout cas, sinon d'acceptation, d'acceptation. c'est pas le mot exact. Mais tantôt, c'est ça, on a commencé en parlant des gens riches qui, pour eux, c'est un gros camion, puis que moi, je les juge, mais tu as dit, ben, il faut les accepter comme ils sont. Mais j'ai de la misère. Ben, évidemment. Donc, c'est un peu la même chose pour lui. Puis il y a un conflit de valeurs aussi. Un conflit de valeurs. Tu sais, en tout cas. Ben oui. Ben, puis c'est là où je dis que il y a quelque chose qui est pas résolu dans le livre, tu sais. Puis moi-même, à l'intérieur de moi, c'est pas résolu, tu sais. Mais où j'ai pas l'impression non plus que c'était résolu. Parlons du gros sujet, c'est qu'au Québec, on ne valorise pas la culture. Bam! Non. Mais y a-tu des endroits où, tu sais... Il y a des pays où c'est plus valorisé quand même. Ben, on s'entend en Europe, je pense. Je sais pas, là, je veux pas dire n'importe quoi, mais des pays comme l'Iran, là, oui, il y a plein d'inégalités sociales, etc., mais les poètes vont être mis sur les piédestals, là, la culture... Sur le bûcher. Ou en tout cas. Mais il y en a... Mais là, ici, on a comme coupé les budgets au calque, on a coupé les budgets à la culture. D'ailleurs, les gens de théâtre font des manifestations et tout. Il n'y a pas d'argent pour les arts vivants, il n'y a pas d'argent pour amener les gens à connaître la culture. C'est pas mis c'est pas mis au centre. Quand il y a eu la pandémie, tout ça a tombé. Et on a vu ce que ça a fait. C'est incroyable. Pensons au conflit juste à Québec dans nos bibliothèques. Depuis le mois de mars que ça dure. Ils qui sont en grève. Hein? Oui, ça fait depuis le mois de mars. Justement, les gens qui vivent qui viennent de milieux socio-économiques moins favorisés, ils ont besoin des bibliothèques. Moi, dans ma tête de licorne, là, ça allait se régler très, très, très rapidement parce que ça permet à tout le monde d'avoir accès à la culture. Mais on s'en fout. C'est pas des médecins qui prennent en otage la population. C'est ça. C'est juste des jeunes qui ne pourront pas avoir accès au dernier DVD, un film, un livre, une BD. Pas grave. Non, c'est pas grave, ils vont se mettre sur les réseaux sociaux. Ils vont sur TikTok. Si. Mais ce que je veux dire, c'est aussi que les travailleurs eux-mêmes qui n'ont pas de salaire en ce moment, ne sont pas jugés. Ils sont pas bien payés. Déjà. C'est des salaires qui même n'ont pas de bon sens. Même quand ils travaillent, ils sont pas bien payés. Non, c'est ça, ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est ça aussi, c'est comme société,
Ça amène ça aussi, ce livre-là, comme société. On ne met pas au centre de nos valeurs la culture. Et c'est terrible. Ce qui fait en sorte que on va valoriser la culture de l'automobile. C'est au centre de tout, là, c'est important. Là. En tout cas, là, on fait de la sociologie, c'est un livre sociologique. Non, je suis tout à fait... Tu sais, puis je veux dire, on peut les deux se baser... Même sur mon parcours d'enfant favorisé, j'ai pas lu une œuvre intéressante avant peut-être secondaire 5, puis encore, puis c'est vraiment dans ton cours rendu au cégep, tu sais, que j'ai pu toucher à... Puis que là, j'ai fait... Mais mon Dieu, moi qui détestais le français, les cours de français, puis de me faire apprendre le participe passé, puis là, j'ai touché à des œuvres de littérature, puis j'ai dit, oh mon Dieu, c'est ça que c'était, tu sais. Puis là, j'ai compris c'était quoi la beauté d'un texte, puis la beauté de l'écriture, puis du français, puis oui, tu sais. Puis le théâtre, puis bon, on a fait un peu au secondaire, mais c'était jamais... Il n'y avait jamais la réflexion, tu sais, de qu'est-ce qu'il y a, tu sais, puis qu'est-ce que ça sous-tend, puis qu'est-ce que l'auteur veut dire, puis comment on peut l'élargir, puis c'est ça. Oui, élargir la réflexion, puis mon Dieu, je fais de la fatigue, mais dans le... Comment on peut le rendre universel, puis qu'est-ce que ça touche d'éminemment humain, puis c'est ça, dans le fond, dans l'absolu là, des choses. Les médecins, là, tous les médecins du Québec, là, le seul moment de culture qu'ils vont avoir dans leur parcours... Sauf s'ils partent un podcast. Sauf s'ils partent un podcast. C'est les 3 ou 4 cours de littérature qui vont au cégep. Ouais, là, ça, c'est une autre affaire. 2 à Saint-Laurent. Ben, quoi, je l'ai fait in English. T'en as fait in English. Ouais. C'était des excellents cours. Je dois dire qu'on on a des excellents profs de littérature anglophone. Mais c'était pas de la littérature francophone. Mais c'est grave. Tout à fait. Un médecin, c'est quelqu'un qui doit comprendre l'âme humaine, pas juste comment fonctionne une valve à brancher dans un cœur qui pompe. Ça nous ramène à Royal de Jean-Philippe Barguera. Tu sais, l'avocat qui travaille avec la misère humaine à tous les jours, mais qui n'a pas d'âme à l'intérieur de lui parce qu'il n'a jamais réussi à réconcilier peut-être cette douleur-là qu'il porte depuis l'enfance, mais qu'il n'a jamais même reconnu, qui est dans le déni complet, tu sais. Mais, puis... revenons à notre livre. J'ai plein de potins. Ben là, pas des potins, mais plein d'anecdotes. J'aurais le goût de parler de moi. C'est ça le problème. Mon Dieu. C'est la magie du podcast. C'est le problème. Mais... Je me souviens quand j'étais jeune, comme lui, je partais avec mon vélo voir les belles maisons. On faisait ça aussi. Mais nous, on y allait en char. Mais... Ouais, moi, je partais puis j'allais voir. J'étais là, quand je vais être grande, voir une maison comme ça. À Cap-Rouge? Non, pas Cap-Rouge. Juste dans le coin, là. OK. Je savais pas à l'époque que Cap-Rouge, c'était huppé. Puis à l'époque, en tout cas, c'était peut-être pas aussi... Puis, la première fois que je suis allée dans un restaurant, parce qu'on était trop pauvres, j'étais au cégep. Puis, j'ai mangé des épices. On s'entend, c'était de l'origan, du basilic sur une pizza. Puis, j'ai été malade. Parce que chez nous, il n'y avait pas d'épices. C'était du sel et du poivre. C'est une nourriture très, très simple, de base, mais comme pas ouverte sur le monde. Là. Aucune idée de ce qui se mange ailleurs. Là. Donc, j'ai été malade. Cette pauvreté culturelle-là va jusque dans ce que tu manges aussi. Là. C'est ce qui était décrit aussi, qu'il allait chez son ami indien puis qu'il goûtait indien. Mon Dieu, c'est pas vrai. Son ami indien, puis là, je pensais vraiment à indien de l'Inde. Maintenant, il y a son ami autochtone, puis il y a son ami, je pense qu'il était noir, qui venait de je sais plus quel pays. Mais bref, il allait chez un de ses amis. Il mangeait toutes sortes de choses. Voilà, qui goûtait à des épices, des saveurs. Mais, écoute, là, je suis curieux, parce qu'on n'en a jamais parlé, mais comment la dérape qu'il y a eu au cégep, de la dérape dans le sens de le voyage qui s'est amorcé... au cégep, qui t'a amené finalement vers la littérature? Moi, quand j'ai découvert les livres, premier choc littéraire dans ma vie, ça a été Rimbaud, la poésie de Rimbaud. Je comprenais pas tout, mais j'étais fascinée par tout ce que je lisais. Puis c'était pour mon premier choc littéraire, c'était lui, secondaire 5. Après ça,
Parce que j'avais des livres au choix que la prof donnait, puis moi, je suis allée prendre ça. J'ai rien compris, Par je pouvais pas hasard, en ben parler. oui. Après ça, c'est au cégep que ça s'est passé. On fera un épisode sur Ouais. les mots. C'est au cégep, puis j'ai eu une professeure, France Garand, qui enseignait le théâtre, puis qui enseignait Michel Tremblay. Puis là, j'ai fait « Oh, OK. » J'ai vraiment beaucoup, Avais-tu beaucoup déjà cours. fait du théâtre avant? Ou, Ça, c'est fait du théâtre, non. J'en ai fait au cégep, par contre. Hmm. J'avais pris un cours de français-théâtre quand j'étais en secondaire 5. Puis ça, c'était cool. Mais je jouais pas, là. Mais après ça, c'était vraiment comme... Je suis devenue complètement assoiffée, là. J'avais vraiment soif, là. J'étais tout le temps en train de lire, ou tout le temps rendue en train d'écouter des films. Ou... C'était comme maladif, là. ben, Ça, a en pas, tout cas, ça l'est encore, là. Je sens encore aujourd'hui c'est que très j'ai beau, là. tellement de rattrapage à faire que j'ai Mais, pas eu. Mais c'est... Mais tu sais, je pense... Mm. Tu sais, encore une fois, la majorité des enfants, puis en fait, la majorité des gens au Québec, même ceux qui sont nés dans des familles favorisées, ont probablement jamais lu Rimbaud de leur vie, tu sais. C'est ça, moi, tu sais, quand tu me dis ça, je me dis, oui, je comprends, tu sais. Puis, mais en même temps, je me dis, je pense que c'est malheureusement pas donné à tout le monde. Ben, c'est pas donné à tout le monde. C'est ça, c'est le côté socio-économique. Effectivement, il y a une très grande... il y a des grandes Disparité. disparités. Oui, oui, définitivement. Mais aussi, mais je pense que il y a moins... Je pense qu'on est plus éveillé aux disparités économiques qu'on Qu'on est a disparité éveillé culturelle. culturelles, Absolument. intellectuelles, Absolument. émotives, dans le voyage introspectif qu'une personne peut faire dans sa vie, dans la culture générale aussi qu'on peut développer, dans la réflexivité qu'on peut développer aussi, de regarder une grosse maison à Cap-Rouge puis de se dire OK, mais qu'est-ce qui soutient ce développement-là, tu sais, dans nos fonctionnements économiques, dans nos structures sociales, dans l'utilisation des ressources, puis bref, là, mais Ben, je te ramène à quelque chose de concret, là. L'école à 3 vitesses, c'est un drame. tout à fait. C'est un drame. Tout à fait. C'est terrible, terrible. Ben, je pense qu'avec ce modèle-là, on va voir de moins en moins. Ben, en fait, on le voit de moins en moins de transfuges. Tu sais, Oui, ça n'arrivera presque plus. Moi, c'est parce que l'école était oui. encore accessible à tous. L'école privée, ça n'existait pas, là. J'avais jamais entendu parler de ça, là, autour de moi, là. Je m'en suis rendu compte quand mon conjoint est allé dans une école privée. Lui, c'est ce qui lui a permis aussi de s'élever. Mais, hey, juste me rappeler, revenir à quelque chose. Quand j'ai commencé à sortir avec mon chum, je mangeais rien encore parce que j'y arrivais pas. Et tu lançais des choses. Et je lançais des choses. Et mon chum me dit, tu arrêtes de lancer des choses. Et si tu veux qu'on sorte ensemble, il va falloir que tu manges des choses. Mais il attention. était vraiment en amour. OK, non. On parle Il va falloir pas de... que tu manges plein de choses Oui, c'est différentes ça. parce que sinon... Primi-tout, là. Oui, c'est ça. Ouais. Sinon, notre couple ne pourra pas fonctionner. Alors, comme les livres, comme la littérature, je me suis mis à goûter à tout. Et aujourd'hui, je mange de tout, sauf ce que je ne peux plus manger parce que je suis intolérante au lactose, avec la... On s'en fout. Mais tout. Et c'était tellement le fun parce que je découvrais. Mon Dieu, hein. Puis la dernière chose que j'ai amenée dans mon régime, c'est de la coriandre. Et ça m'a pris 3 ans avant d'être capable d'en manger, mais j'étais tellement motivée à Mais toi, conquérir. ça goûte le savon, là? Parce que c'est de quoi de génétique, hein? Il y a des gens Ah ouais? pour qui la coriandre goûte le savon. Pour vrai, je Ouais. savais pas ça. C'est un côté médecin. Fait que, tu sais, ça, il n'y a rien que tu peux faire. Là. Non, moi, ça goûte la lime, ça Ok, goûte les bon. agrumes. Parce Ça que moi, goûte... j'adore la coriandre. Ouais, tu sais. mais quand j'étais jeune, c'était impossible. La première fois que j'en ai mangé, j'ai fait, mais non, ça sera pas possible. Là, je viens d'atteindre mon Waterloo. Ton Là. Klondike. Ouais, mon Waterloo, là, c'est impossible. Puis là, j'ai recommencé. Mais tu sais, atteindre son Waterloo, tu vois, là, on est 2 personnes, tu sais. Tu peux pas dire atteindre son Waterloo avec quelqu'un, tu sais. Oui, il faut s'apprendre une culture, il faut connaître Fait Napoléon. que les gens qui écoutent le podcast, là, c'est tous des bourgeois, tu sais. Ben, les 3 Mais personnes c'est nos qui nous amis, écoutent, c'est mon chum. probablement. on les salue. Merci de faire que ça tombe pas et qu'il n'y a pas 0 personne qui écoute cette conversation-là obscure entre nous. Oui, mais... Hautement intéressante, cela dit. C'est ça. Donc, qu'est-ce que je disais avant de parler de nourriture? Que j'y revienne? Que ton chum... Hey boy. Non, j'ai oublié. Hey, Merde. Seigneur. Parce que je voulais vraiment Manger, y revenir.
OK. On parlait d'école à 3 vitesses. Oui. C'est ça. Et là, aujourd'hui, j'ai commencé à lire un livre qui vient de sortir qui s'appelle Pourquoi je n'écris pas de Benoît Jaudoin. Réflexion sur la culture de la pauvreté. Et il explique, et ça m'amène à un sujet, tu vas voir, je vais essayer de bien te l'expliquer. J'ai eu ma crise de l'adolescence contre ma mère assez vieille pendant que j'étais à l'école, pendant que j'étais à l'université, où là, je me suis rendu compte, juste à l'université, que mes parents n'avaient pas de culture. Je ne pouvais pas amener ma mère au théâtre. Elle n'aimait pas ça. Au cinéma, si c'était pas un film populaire, elle n'aimait pas ça. Mais surtout, aussitôt qu'il y avait quelque chose de sensible, d'émotif, de violent, c'était impossible pour elle. Mais j'ai compris plus tard pourquoi. Parce que sa vie avait été difficile, parce qu'elle avait été violée, parce qu'elle avait été ici, parce qu'elle avait vécu plein de choses qu'elle ne pouvait pas vraiment me dire, venant d'un milieu défavorisé. Et dans ce livre-là, et là, ça a vraiment été un choc pour moi de lire ça aujourd'hui, puis on en parle ce soir, c'est que souvent on dit aux gens, lisez, allez vous confronter à la violence. Tu sais, on parle du théâtre de la cruauté, par exemple, d'Artaud. C'était comme important, tu sais, comme cette valorisation-là de lire des choses qui vont nous bousculer. Mais il y en a... Il faut se respecter aussi quand même. Le but, oui, c'est pas de s'auto-flageller. Je sais, mais il y a souvent cette réflexion-là qui va nous dire... je le trouve là. La sensibilité et la propriété de l'être humain d'éprouver ce que l'environnement lui offre. Dans la culture de la pauvreté, c'est la souffrance qui est reçue du monde comme une rengaine. La sensibilité se colle à la douleur. Et s'y font, et peu à peu, toutes deux deviennent une seule et même chose. Un mécanisme de protection se construit alors dans l'expérience de la pauvreté, et ce mécanisme, progressivement, éloigne les personnes pauvres du monde, les isole, les dépossède de ce qui pourrait créer une appartenance et former une communauté. C'est qu'il explique que pour nombre de personnes, celles qui sont marginalisées, notamment, l'inconfort du quotidien est assez grand pour ne pas le chercher. Dans le sens que quelqu'un qui arrive d'ailleurs, qui a vécu un traumatisme de guerre ou quoi que ce soit, ça y tente-tu de lire un truc de guerre? Ça y tente pas. Il n'en a pas besoin. On dirait que c'est comme... Il a enseigné 3 ans au cégep. Il dit, j'étais tellement mal à l'aise d'enseigner les petites chicanes bourgeoises de Maupassant, Zola, etc. Je voyais pas le but à ces gens-là de leur enseigner ça. Je dis pas que je suis d'accord. C'est juste que je viens de le lire et que ça m'a permis de comprendre ma mère aujourd'hui, au moment où on se parle, qui, parce qu'elle avait vécu des choses horribles dans sa vie, n'avait pas besoin de le voir dans l'art. Mais c'est qu'elle n'avait pas les outils. Moi, quand je lis des trucs sur la mort des mères ou que ce soit, même si ma mère est décédée d'un cancer horrible, j'ai les outils, puis j'aime ça. Et c'est d'avoir les outils culturels. Pour grandir, c'est ça. Mais dans la culture de la pauvreté, tu n'as pas d'outils. Et là, écoute, ma réflexion est bancale, là, mais je trouve ça fascinant. Moi, ce que tu dis fait jaillir, c'est une autre réflexion que j'avais, qui est abordée dans le livre, c'est... On a encore 30 minutes. L'inconscience de l'inconscience. L'inconscience de l'ignorance. De l'ignorance. Oui. Tu sais pas que tu es ignorant. Puis aussi la posture extrêmement condescendante de dire « Je reconnais que cette personne-là est ignorante, mais qu'elle ne sait pas qu'elle est ignorante. » Oui, c'est terrible. Tu sais, on s'entend. Oh oui, c'est terrible. Même si moi-même, je le fais souvent, ce constat-là, puis que je me dis « OK, cette personne-là, clairement, a un travail d'introspection à faire, mais n'a pas envie, n'a pas... » Tu sais, puis là, introspection, pas nécessairement culturelle, mais ça peut être par rapport à son état culturel, mais aussi par rapport tu sais, par rapport, exemple, aux parents de Jean-Philippe qui ne viennent pas à son lancement de livre. Tu sais, c'est ça, je pense même pas qu'ils comprennent que c'est important pour lui, tu sais, puis il y a même... Puis qu'ils comprennent pas pourquoi ils comprennent pas que ils savent même pas qu'ils ont des référents culturels qui font qu'ils sont pas nécessairement intéressés par le livre. Puis juste le fait de dire ça, c'est de dire moi je comprends mieux ses parents que c'est ça qu'eux-mêmes. Mais c'est ça. Mais comment on
respecte, ou pas comme... Comment... je me perds un peu moi-même. Non, mais je comprends, parce que c'est tellement c'est délicat, tu sais. très délicat. Comme prof aussi, tu sais. Oui. Ben oui, toi, tu dois le voir plein de fois chez tes élèves, Ouais, tu sais. mais j'ai puis- appris, quand j'étais prof plus jeune, c'est comme, mais voyons, vous connaissez pas ça, ou quoi que ce soit. Mais maintenant, je fais plus ça, là. Je vais plutôt rester dans mon enthousiasme, l'amour que j'ai pour les Ben, œuvres, puis ouais. pour la langue, dans ma Puis passion pour pure. eux... Puis, tu sais, eux autres, s'ils embarquent, ils embarquent. S'ils embarquent pas, qu'est-ce que j'y peux, là? Mais, mais moi, j'aurais dit l'amour pour eux, l'amour pour les Oui, élèves. oui, tu sais. le respect. OK, Le intéressant. respect, tu sais, de l'amour, c'est un grand terme, là. Bon, on s'entend. La bienveillance, Oui, du ben, c'est ça, on respect, s'entend. de T'es pas amoureuse de l'affection, d'eux, mais... de l'attachement, mais on ne parlera pas d'amour. Ben non, là. c'est pas tes enfants, là, mais... D'ailleurs, mes enfants, ils m'ont dit, tu sais, maman, on a trop vu de théâtre. Tu nous as trop sortis. C'est là que je suis, moi. Leur crise d'adolescence, elle est Ben, comme on ça présentement. surcompense, là, tu sais. C'est ça, oui, Ben c'est oui. sûr, je les ai amenés souvent, ça. puis je les force, je Mm. les gave, mais ils n'aiment pas ça. Mais, tu sais, déjà d'avoir ce dialogue-là où on... Comme parents, on est... Tu sais, toi, tu pars d'un endroit où t'es consciente de ce qui a fait que t'as amené tes enfants au théâtre sans arrêt, tu sais. Au Mais théâtre, au concert. je pense qu'il y a beaucoup de parents, tu sais, qui... Moi, mes parents m'amenaient jouer, ils m'amenaient voir du hockey. Tabarnak. Tu penses-tu, tu sais, comme, je détestais ça. Heureusement, ils m'achetaient des BD, tu sais. Fait que là, j'avais une BD, puis là, je lisais ma BD pendant qu'eux, ils criaient après le goaler pour qu'il se protège contre, je sais pas trop, là, je m'en fous du hockey, j'haïs ça. Mais Mais tu vois, moi, je suis capable d'aimer ça. je déteste pour Ça moi. fait Mais partie c'est de mon- c'est de mon- toute de la mon ADN. misogynie, puis l'homophobie. Moi, tu sais, le hockey, là, c'est le sport des plus... Là, je Non, mais tu m'excuse, peux aller voir là. les filles jouer au hockey. Oui, peut-être. Mais en fait, je dis ça, j'écoute aucun sport. Moi, regarder du monde faire du sport, je comprends Je te même conseille pas. un livre que j'ai enseigné cette session-ci, qui s'appelle Hors-jeu, de Florence Agathe Dubé-Moreau, La blonde de Laurent Duvernay-Tardy. Oh my God. C'est extraordinaire. Grâce à ce livre-là, La blonde de. Hein, la c'est ça. blonde... Non, mais je dis ça parce qu'elle, elle n'est que la blonde de. Non, mais j'ai dit son nom complet. Ben oui, non, mais je dis pas. Non, t'as fait super Historienne bien. Mais de je dis juste l'art. que, tu sais, elle, sa vie, c'est d'être la blonde de. Tu sais. Ouais, mais là, plus maintenant, je te dirais, Ah, avec ben, ce qu'elle a tant fait. mieux, tant mieux Et pour dans elle. ce livre-là, je te dirais que grâce à ce livre-là, je suis devenue une meilleure alliée pour les femmes en général. Puis, j'accepte davantage que les gens soient passionnés par le sport. Chose que, un peu comme ta réaction tantôt, là. Ce livre-là m'a fait de moi une meilleure personne. Vraiment. Et mes étudiants aussi. Fait que je te le conseille. C'est que c'est tellement un milieu toxique, le sport, tu sais. Oui. Puis il y a un documentaire intéressant, vraiment, que j'ai écouté, qui s'appelle L'envers de la médaille, je pense, avec Jean-Luc Brassard, qui suit différents athlètes là, qui ont... c'est à Témoin, je pense, une chaîne de Québécois, mais c'est pas important. Mais tout ça pour dire, les quelques épisodes que j'ai vus étaient vraiment, vraiment intéressants, qui suivent justement des athlètes qui ont vécu, là, on s'éloigne du livre, mais Oui. qui ont... C'est pas grave. Mais Vas-y. qui ont... c'est ça, qui ont... par exemple... mon Dieu, comment ça s'appelle? Geneviève... boy. Janson, la cycliste? Celle qui s'est droguée, là, Ouais, ouais, la c'est ça. cycliste, Mais ouais. elle dit que, tu sais, c'est ça, c'est qu'elle s'est droguée, mais ultimement, elle s'est surtout fait violer puis agresser par son coach. Tu sais. Ouais. Puis en tout cas, bref, plusieurs athlètes qui évoquent que derrière l'apparence du succès, tu sais, il y avait une profonde détresse. Mais, fait que, ouais, le milieu du sport, j'arrive pas à voir autre chose que ça, puis que toute l'hyper-performance que je vois aussi en médecine, puis du mal-être qui est accompagné, puis du mal-être qui est souvent inconscient, que j'observe chez les gens, puis la flagellation constante, puis les obligations, puis le paraître, puis moi-même qui est là-dedans, mais où je le reconnais, puis je sais que c'est une source de mon mal-être, puis je travaille là-dessus, tu sais, mais où je vois pas nécessairement la même chose, le même état de conscience exister, puis où on s'inscrit dans cette culture-là de la performance, puis des classes sociales. Je veux dire, on retourne finalement là-dedans, tu sais, de paraître, puis de vouloir paraître comme au-dessus de l'échelle, tu sais, au-dessus de l'échelle, tu sais, puis au sommet de l'échelle, en fait. Il y a un lien sur le paraître, il explique, tu sais, ce qui lui reste de sa classe sociale, il dit des dents croches. Ouais. Moi, j'ai une fixation là-dessus, là. Tout- Non, moi, T'as des belles je dents, déteste ben mes oui. dents, là, parce que... Puis,
Puis les gens qui ont les moyens ont des belles dentitions, Ben puis ils ont oui. des broches, des Invisalign, on se font mettre des trucs. Puis les gens qui n'ont pas le moyen ont des caries, ont les dents croches. Et tout est valorisé, Mais tout c'est est tout. mis sur les C'est dents. pas juste les caries. Nous, en santé publique, on l'étudie. Les gens plus pauvres ont une espérance de vie à peu près 10 ans, et même sinon plus, de moins que les gens... mettons, à Québec, là, entre Sillery puis, mettons, Vanier, là, c'est au moins 10 ans d'espérance de vie de différence. Puis, C'est énorme. L'espérance de vie, c'est quelque chose de composite, là, mais il faut bien comprendre que dans le fond, ils ont à peu près plus de toutes les maladies là, qui font que, ultimement, lorsqu'on regarde nos niveaux populationnels, on diminue notre espérance de vie. T'sais. C'est majeur, là, je trouve. Ben oui. Puis, en lien avec ça, nos enfants vont vivre moins longtemps que nous. Ben, c'est sûr que s'il y a à cause de des tout, disparités, là, des inégalités, ben, surtout puis, les changements climatiques qui peuvent aussi les faire réseaux péricliter. sociaux, sédentarité, le fait d'être toujours temps d'écran, sans bouger, temps d'écran, etc. C'est quand même super angoissant. Ben, ça nous- on dit ça, ils pourraient, ils là, pourraient. disons, parce que, bon, en santé publique, on travaille fort là-dessus, là, mais on n'a pas, malheureusement, en tout cas, on fait ce qu'on peut en termes d'influence et de plaidoyer, mais oui, c'est des enjeux qui sont très actuels. Là. Parlons de la honte. Il parle beaucoup de la honte. Versus la culpabilité. Ouais. Qui compare. Ouais. Moi, j'ai souvent honte. Moi aussi. Tout le temps. En fait, j'essaie de m'en sortir. Pas tout le temps. J'ai eu souvent honte. Encore une fois, dans ma jeune carrière, quand j'étais jeune enseignante, pour me ramener, une étudiante m'avait écrit un commentaire à la fin de l'année en disant que je m'exprimais pas bien. C'est rough, hein, les évals d'étudiants. Là. Oui, très difficile. En disant que je m'exprimais pas bien. Ou il y avait une autre... en tant que jeune professeur, on avait engagé une autre, puis on était tous des précaires. Puis il y a une prof qui maintenant elle enseigne dans un cégep de Montréal qui avait dit que elle devrait être engagée plus tôt que moi parce qu'elle était plus cultivée que moi. C'est tout le temps des petits trucs comme ça qui sont arrivés le long de mon chemin qui m'ont fait sentir tu crois? C'est j'avais surtout ça, honte. En fait. Ouais, puis qui sont rentrés à l'intérieur de moi. C'est qu'il que tu y faut crois, je me débarrasse c'est surtout de ça. Hein, ben oui. Donc maintenant, c'est pas si pire. Mm. Longtemps, j'ai eu peur d'écrire au tableau pour faire des fautes. Maintenant, j'en fais plus. Ça va plus de bien. fautes? J'en fais plus. Ah, Je suis rendue bonne. Ça n'a pas réglé tant le Ça a problème. pris du temps. Mais, Mais j'ai travaillé fort. Très, très, très fort. Je me souviens, tu sais. En fait, comme il explique Jean-Philippe dès le début dans son livre, normalement, selon son milieu social, c'est impossible qu'il soit animateur de radio, d'une émission de réflexion et tout, c'est impossible. Même chose pour moi. Dans mes collègues, rares sont ceux qui viennent du milieu social d'où je viens. Quand je suis rentrée... En médecine. Même chose, en médecine, c'est clair. Il y a à peu près Donc, moi, autant. c'est des gens cultivés, qui venaient de familles bien cultivées. La plupart des profs. Ouais. Puis il y avait moi. C'est comme... Puis en même temps, Comment j'ai pu réussir ça? C'est la prof que j'ai le plus aimée de tout mon parcours, ben, en tout cas du moins en français, là, mais à bien des égards dans tout mon parcours. Mais tu sais, t'amènes une humanité que tous ces gens-là n'ont pas, tu sais, puis un regard, puis un... Ben, c'est les profs qui m'ont donné... C'est les profs qui m'ont permis ça. C'est en lisant Albert Camus, c'est un prof. Sa mère était analphabète, son père est mort à la guerre. C'est un professeur qui a fait « Ah! » Puis, j'ai rencontré un prof à l'université. Quand je faisais ma maîtrise, je faisais encore plein de fautes à la maîtrise. J'écrivais une note moyenne. Puis, il m'a dit « Je vois en toi quelque chose, puis je pense que tu peux y arriver. » Puis, il m'a donné ma chance. Ce professeur-là, qui s'appelait Gilles Girard. Je le salue. Je ne sais pas s'il est encore en vie. Et ça m'avait vraiment troublé. Il m'avait dit, je vois un peu comme toi, mon directeur de maîtrise. Il m'a dit, comme un peu Michel Tremblay, puis le quartier Saint-Henri, puis tu sais, il y a quelque chose d'où je viens, puis avec la soif que j'avais de connaître les choses. Et et pour que tu vois l'évolution, première session de bac, j'ai vraiment des notes de merde. Le directeur de la faculté me fait venir, puis me dit, vous devriez peut-être penser à changer de programme. Donc là, ce que j'ai fait, mais pourquoi tu penses? Parce que moi, je travaillais 20 heures dans un Dunkin' Donut. Je faisais juste travailler comme une défoncée pour payer mes cours, parce que personne ne me payait à l'université. Donc, les sessions, j'ai diminué mes sessions. Puis moi, c'est ce directeur-là
qui n'a même pas eu la sensibilité de penser, tu sais, que ça pouvait être la réalité de certains étudiants. Non, c'est ça. Fait que j'ai enlevé des cours de session. Tu l'as pris plus lentement. J'ai pris des cours. J'ai fait des cours d'été. Puis là, j'ai monté mes notes A, B, toutes mes notes, et j'ai pu aller à la maîtrise. Mais tu sais, au début, c'était juste des notes de C, là. C'était dégueu, là. Puis, à la fin de ma maîtrise, je suis devenue correctrice pour le gouvernement. Tu sais, j'ai été choisie parmi 30 personnes pour corriger les épreuves uniformes de langue et tout, là. Puis 2 semaines après, je me faisais engager comme prof au cégep. Mais c'était très, très, très vite entre « Madame, vous devriez changer à professeur devant 30 élèves. » Là. Très, 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 très vite. Comme quoi, quand on touche au potentiel d'une personne, tu sais, Ben, c'est ça, parce que je pouvais pas explorer mon plein potentiel parce que je devais travailler, parce que j'étais dans un milieu qui n'était pas favorable pour mon épanouissement. Mais on est tous comme ça. Une fleur, ça a besoin d'eau. Mais une des choses que je me demande, tu sais, t'as voulu, tu sais. Est-ce qu'on peut accompagner une personne, tu sais, qui a peut-être pas ce désir-là, tu sais, Ben non, de sortir c'est clair. Puis, encore une fois, quel est le jugement? Tu sais, parce qu'il parle souvent du problème avec le mot ascenseur social, tu sais. C'est de penser qu'il y a un État qui est mieux puis qu'il y a un État qui est moins bien, tu sais. Est-ce un jugement de dire que l'ignorance est problématique, tu sais? Ben, OK. Je me lance. Oui. Pierre Foglia, Oui. que j'aimais vraiment beaucoup. Que j'ai peu eu la chance de lire parce qu'il a pris sa retraite quand moi j'ai décédé, ouais. Je me suis Puis c'était son cheval de bataille. La culture, l'éducation. Il dit, moi, je veux un plombier qui est capable de me parler de Balzac. Moi, je veux une coiffeuse avec qui je peux parler de, je sais pas, de Flaubert, de Néligan, peu importe. La culture, c'est pour tout le monde. Mais il y a personne, pas nécessairement, mais penses-tu qu'il y a des gens qui vont devenir coiffeuses si, tu sais, que leur passion, ça va être de couper des cheveux à 15$ de l'heure, peut-être plus. Premièrement, des coiffeurs, ça gagne vraiment cher. Ça gagne bien. Oui, puis ma coiffeuse, que je salue, et mon coiffeur aussi, que je salue, Annie et Florian, sont hyper cultivés. Et je parle de plein de choses avec eux. Ah! Parce que, mais je dis juste, tant mieux, tu sais, mais je me demande si c'est pas une exception dans le sens où... Ben oui, ça peut-être, mais il faut genre que l'éducation... Ce genre de métier-là attire peut-être pas des gens qui veulent pousser la connaissance au plus loin. Tu sais, ça dépend quel type de coiffeur. Oui, ouais, si tu deviens styliste, ouais, c'est ça. Tu pousses la réflexion sur le cheveu. Mais ça ramène à l'éducation. L'éducation, son rôle, c'est de nous donner des connaissances communes, qu'on ait tous quelque chose de commun. Tu sais, ils ont fait un super documentaire sur le français dans le monde. Il était un chauffeur de taxi à Dakar qui parle de ses lectures, justement, qui a lu Balzac, puis il en parle avec... Est-ce qu'il était à la même maîtrise dont on parlait? Mais tu sais, il dit, c'est ça que j'ai appris à l'école, tu sais. C'est que ça permet... Et là, si le jeune chauffeur de taxi de Dakar rencontre le plombier ou le technicien en informatique, disons, qui a fait un cégep de Québec, puis qui ont lu les deux... une œuvre de Zola, ben, ils vont être capables de parler puis de communiquer ensemble. C'est la beauté de la culture américaine qui nous unit tous. Mais même pas. Je t'agace, mais non. Non, mais si au moins c'était ça, tu sais, si c'était des poètes, des auteurs, tout le monde avait lu Steinbeck, par exemple, tu sais. Si tout le monde pouvait parler... Steinbeck, c'est excellent, là. Ben oui, je l'ai lu, j'ai adoré. Tout le monde avait lu le Great Gatsby ou peu importe, tu sais. C'est pas ça, là. Tout le monde a vu Ragnarok, là. Je n'ai pas vu, mais... Voyons, c'est Marvel. Ouais, moi, je suis pas capable. Comme les Chevaliers d'Émeraude. Spoiler. Ouais, mais... Non, mais il n'y a plus grand-chose qui, même en culture américaine, qui rejoint les gens. On n'a plus de rendez-vous, là. On n'a plus de rendez-vous. On est vraiment dans l'éclatement, puis la... C'est ça. Mais c'est grave. Pas de nucléarisation, mais la... Atomisation. L'atomisation, merci. C'est grave. Oui. Tu vois, ça, c'est un mot qu'on acquiert, qu'on est content quand on l'acquiert. L'atomisation. Oui, chaque mot. On se sent brillant. Oui, vraiment. Sémiologie du mot atomisation. Mais sémiologie, c'est l'étude des signes. Oui, je voulais le dire comme il faut tantôt, là, parce que je ne l'ai pas dit comme il faut. Ouais, pas me faire juger par des sémiologues. Tu sais, j'étais à une rencontre de... Je salue mes collègues, c'est des professeurs d'anglais puis de philo qui se rencontrent. À Saint-Lawrence? Oui, qui font des cercles de lecture, mais ils choisissent des œuvres très difficiles.
faut que ça soit difficile et difficile d'accès. Comme la recherche du temps perdu qu'on n'a pas encore débuté. Ah, ça, j'ai hâte. On a le temps. Ça, j'ai hâte. Mais ils vont choisir des œuvres difficiles. Des œuvres... genre une œuvre de Nietzsche, ils ne prendront pas Le Gai Savoir. Ils vont prendre une œuvre que je ne connais pas, là. Puis là, ils vont en parler, puis là, ils en parlent en anglais. Là, moi, je suis allée à une rencontre, puis je trouvais ça super. C'est toujours en anglais, c'est jamais en Oui, français? oui, mais non, Ok. mais ils parlent. Moi, je parle. Tout le monde parle un peu. Ouais, ouais. Non, mais c'est jamais une œuvre francophone. Non. OK. Puis... Ben, c'est beau, ça. Oui, mais c'est dur pour moi. Ben, C'est hyper élitiste, là, mais c'est dur, mais j'aimerais ça être capable plus. Puis là, il y avait vraiment... Tout le monde mais je pense pas aimait que c'est facile pour eux non plus. une des nouvelles ça s'appelle... Une des nouvelles de... Voyons. Fiction de Borges. Une des nouvelles qui s'appelle Le Clon, je sais pas trop. J'avais rien compris. J'ai tout lu les résumés sur Internet, j'ai pas plus compris. Puis là, j'étais avec des profs qui tripaient, qui n'avaient jamais lu de rien de plus beau de leur vie, quasiment. Mais c'était en anglais. Ben moi, je l'ai lu. Le livre, à la base, est en espagnol. Ouais. Eux l'ont lu en anglais. Moi, je l'ai lu en français. OK. Donc, on se rejoint. C'est ça qui est le fun. On se rejoint. Puis, si c'est un livre allemand, ils vont le lire en anglais. Moi, je vais le lire en français. Peu importe. Mais sauf que j'arrivais pas à atteindre leur niveau de plaisir. Moi, j'aime ça, aimer. J'aime aimer. Tu sais, Ben oui. Puis, j'y arrivais pas. Puis là, ça m'a ramené dans la honte de pas comprendre. Ah! mais tu ris, mais tu as lu beaucoup plus de choses que moi. Puis moi-même, j'ai cette honte-là, voir ce sentiment-là que je connais rien, tu sais. Quand on parle d'une œuvre que j'ai pas lue, tu sais, puis on en a nommé au moins une dizaine déjà depuis le début de l'épisode que je suis comme « Ah ouais, je l'ai pas lu. Ah ouais, je l'ai pas lu. Ah, je l'ai pas lu. » Non, mais quand même, tu sais. Et fait que tu vois, tu sais, quand même... Puis clairement, tu sais, il n'y a rien qui est au-dessus de... En tout cas, c'est une perception, mais c'est sûr que Borges, il y a une expérience humaine à la hauteur des autres expériences humaines qui sont vécues, tu sais. Mais j'ai compris les autres nouvelles. Puis j'étais contente. Parce que tu vois, Madame Bovary, qui est le premier livre qu'on a lu, Oui. mon Dieu, j'ai trouvé ça pénible, tu sais. Ah, c'était tellement bon. Puis tu vois, après ça, j'ai lu Zola, tu sais, puis j'ai vraiment une... puis malheureusement, j'ai personne avec qui en parler, mais... En tout cas, Lequel que tu as lu? Germinal, c'est vrai, ben oui. c'est J'avais pas le temps de plonger dans ça. Ah, ben non. J'aurais voulu lire Au bonheur des dames. Ben, mon Dieu, n'importe quand. J'ai tellement aimé son style d'écriture, puis pourtant, qui s'inscrivent à peu près dans la même période, tu sais. Et où je me dis, mais j'ai vraiment approché ce livre-là à reculons, puis dès que j'ai touché avec mes yeux les premières pages, j'ai fait, mon Dieu, mais j'ai donc du plaisir à lire ça, tu sais. Puis c'est donc bien écrit. T'avais les outils? T'avais maintenant peut-être plus d'outils? Mais tu vois, Liaison dangereuse, que encore une fois, j'aimerais qu'on parle éventuellement. Mon Dieu, c'était extrêmement difficile. J'ai adoré ça. C'était vraiment, vraiment bon. Mais mon Dieu que c'est pas facile à lire malgré tout. Tu sais, qu'il y a des passages que j'ai dû relire. C'est tellement écrit à mots couverts, tu sais, que j'ai même pas... je pense qu'à un moment donné, tu sais... Valmont, le chien sale, là, essentiellement, du livre, met enceinte une jeune fille, puis il en parle à mots couverts dans une lettre qui s'envoie, lui, puis la vilaine, Merteuil. Comtesse de Merteuil, oui. Marquise. Je m'en souviens Comtesse. plus. Je m'en souviens plus. La marquise de Merteuil, ça fait bizarre. Non, Comtesse, je pense. Peut-être. En tout cas, peu importe. Mais... Vicomte puis comtesse, me semble. Mais c'est plus ça. mais oui, il parle que finalement, elle a dû se faire avorter, ou en tout cas, elle a eu des maux de ventre. Puis moi, j'avais pas compris, c'est en lisant sur Internet que... Puis là, je me suis dit, mon Dieu, je suis vraiment, tu sais... Puis voilà, fait que je rejoins ce que tu décris. Est-ce qu'on a encore des choses à se dire? C'est sûr qu'on a plein de choses à dire, mais en 2 minutes. Comme en revenant à notre livre, c'était que le livre. Ramasser une note, là. J'ai amené avec moi, apporté, la place de Annie Ernaux dont il parle, Édouard Louis dont il parle, tous des livres qui résonnent dans ce livre-là. Oui, je t'écoute. Ben là, j'allais dire, mais en fait, finalement, on en a parlé, mais je m'étais noté l'anti-intellectualisme au Québec. Oui, ben c'est ça. On a parlé avec la culture. Ouais, mais c'est ça aussi. Ouais. C'est ça aussi. Dans ma famille, autre choc, quand j'ai commencé à m'intéresser à la littérature, à la philosophie, j'avais l'histoire de l'art. J'avais un beau livre que je m'étais acheté dans une librairie usagée, que je lisais. Puis ça choquait beaucoup mon père de me voir rien faire. Lire. Ouais. Donc, il a pris le livre que je lisais, il l'a pris, puis
puis il l'a garoché dans le mur, puis il l'a cassé. Le livre, il a cassé. Alors, je me souviens du choc que ça m'a fait. Là, je l'ai réparé, j'ai mis une couverture de plastique, puis je l'ai encore dans ma bibliothèque comme un stigmate. Souvenir, là, ben oui. Oui, c'est ça, de ce moment-là où, tu sais, il m'a dit, lire, tu vas devenir folle, et c'est les mots qu'il m'avait dit. Tu vas devenir folle à force de lire. C'est ça qu'il m'avait dit. Je me souviens, j'avais écrit un poème là-dessus à l'époque. Ouais. Ben, puis tu sais, Anti-intellectualisme, on oui, l'a, là. le mouvement du wokisme, où finalement tout ce qui est finalement culturel et intellectuel devient woke, puis qu'on se crêpe le chignon. Je sais pas, je vois mal le lien entre le wokisme, mais le wokisme, je le vois plus dans les idées de gauche, mais ultimement, la gauche, dès la qu'on devient dans diversité, l'intellectualité. le ci, le ça. Ouais. Plus, je le vois plus comme ça, plus que dans l'anti-intellectualisme. Non, effectivement, mais je pense que dès qu'on a une réflexion intellectuelle, on tombe un peu... en tout cas, quoi qu'il y ait des intellectuels de droite, il y en a peut-être. Il y en a plein. Ouais. Il y en a beaucoup. Oh oui, un genre de Mathieu Bock-Côté, là, malheureusement. Oui, Facal, il y en a plein. Mais puis moi, je le lis. Je les lis. Moi, je lis tout le monde. Je lis à gauche, à droite, au centre, au milieu. T'es abonné aux journaux? Ben, je lis sur Internet. Ah ouais, OK. C'est tout gratuit. C'est gratuit, hein? Je sais même pas. C'est gratuit. Je fréquente peu les médias de Québécois, mais... Moi, je lis chaque matin mon Journal de Québec, Mon Devoir, La Presse. Tu lis ça en anglais? Non. The Guardian? Non. New York Times? Non. Je vais aller voir France Culture. Ouais. Je m'intéresse beaucoup plus le côté français, européen. Beaucoup. Puis je vais lire les nouvelles qui touchent les États-Unis, c'est sûr. Là. Tout le temps. Mais c'est comme la saga qui se passe à QS. Là, j'en connais. Je viens de lire Tête brûlée de Catherine Brûlé. de Catherine Dorion. Oui, ça pourrait être... Formidable. Intéressant. Ah, tu vois. J'ai adoré. Bon. Du début à la fin. Un des... puis là, mon Dieu, on a dépassé le 2 minutes qu'on s'était donné déjà, mais... Oui, oui, parce qu'il faut y aller, hein, mais... il y a beaucoup une volonté de révolution ou de reprise de pouvoir, de reprise de la lutte des classes, en fait, dans le livre de Jean-Pierre Est-ce que Plot, c'est possible? J'ai l'impression qu'avec pose la question. Les inégalités sociales qu'on vit présentement, s'il n'y a pas un gros coup de barre, là, ça va être de pire en pire. Puis ça sera pas... C'est culturellement que ça va être pire. Là. Oui, économiquement aussi, c'est sûr. Parce que on le voit déjà, là. On le voit déjà même dans les classes. À l'école, ceux qui ont plus de sous vont en tout cas, peu importe. Mais réussissent mieux, sont plus stimulés, ont plus de portes qui s'ouvrent à eux, vont aller dans les meilleures écoles, vont aller dans les meilleurs programmes. Programmes où on le fait le plus d'argent, puis vont avoir les premières places. Je pense pas que ça va aller en s'améliorant. En fait, la question, c'est est-ce qu'il y a un point de rupture qui sera franchi? Puis au moment de ce point de rupture-là, que se passera-t-il? Comme en Europe. Puis ça se peut que ce point de rupture-là soit très négatif, là, dans le sens où si Trump est élu à cet automne, je veux dire, c'est pas un point de rupture qui est positif, même si c'est le résultat. On parle beaucoup de la reproduction de la violence dans le livre, puis elle est là finalement, la reproduction. C'est plus on crée ce terreau-là, puis malheureusement, il se perpétue. Puis je comprends mal comment on est arrivé à le rebrasser. Tu sais, dans le passé, on peut penser à la Deuxième Guerre mondiale, les 30 Glorieuses, tous les bouleversements sociaux qui ont eu lieu à ce moment-là, puis le rapprochement des écarts sociaux qui a eu lieu à ce moment-là, puis après ça, qui n'ont fait que s'accroître depuis. Là, mais bref. Hey, on a encore beaucoup de choses à dire, mais... ça commence, cette affaire-là. On reparlera des transfuges de classe en lisant du Annie Ernaux. On aura d'autres livres qui aborderont ces questions-là. Du Édouard Louis. Voilà. Je pense, en tout cas. Merci de m'avoir invité, encore une fois. Toujours un plaisir. C'est très personnel, par contre, mais le livre invitait à ça. Là. Je me sens que je me suis livrée un petit peu pas mal, mais bon. Qu'est-ce que tu veux? Vous savez maintenant que j'ai été malade en mangeant des épices la première fois. Et que mon père lançait des choses. Sur ça. Et que je lançais des choses. Sur ça. Merci. Allez, bye. Bye.